Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'aurais adoré faire mon entrée sur scène sur la musique du Roi Lion. Vous savez pourquoi? Parce que quand on m'a annoncé la thématique de évidemment, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le cycle de la vie. Et si vous avez maintenant la musique en tête, eh bien, ne me remerciez pas. Sauf qu'on est bien sur la scène d'un TED et pas sur celle de Mogador. Donc, je vais abandonner à regret quelque peu ce rôle d'animal de la jungle pour finalement rester cette femme que je suis, douce mais engagée, et qui décide en toutes circonstances de se chausser de ses lunettes roses, c'est-à-dire de porter un regard positif sur ce CE et ce CEX qui nous entourent. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, eh bien, c'est parce que ça me rassure personnellement. C'est mon premier TED ce soir et donc je suis un petit peu impressionnée d'être là face à vous. Deuxièmement, c'est surtout parce que je pense qu'un brin d'optimisme, ça fait toujours du bien. En tout cas, face à ces enjeux colossaux, face aux discours ambiants qui sont souvent anxiogènes, eh bien, je pense que c'est toujours bien de prendre un peu de hauteur de vue, de faire un pas de côté finalement et d'envisager les choses sous un angle optimiste. C'est bien connu, l'optimisme, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Alors l'objectif, c'est pas de vous dire que dans ce nouveau cycle qui arrive, tout va être bien ou tout va aller mieux. Non, pas du tout. Et je suis plus en la matière Roi Lion qu'Alice au Pays des Merveilles. Je pense que ce nouveau cycle, il va être chahuté, il va être bouleversé, bouleversant, renversé, surprenant. Mon objectif à moi, c'est de l'aborder avec un parti pris qui m'est propre, qui est évidemment spécifique, donc vous l'avez compris, celui de mes lunettes roses, et depuis cet angle très singulier aussi, donc au carrefour de la société et de la culture. Partant de là, moi, j'ai envie de vous dire, ce soir, ensemble, à Cachan, célébrons la reconnexion à soi, la reconnexion aux autres. Et n'hésitez pas à vous prendre dans les bras si l'envie vous dit, parce que, je vous l'ai dit, on est là pour faire du bien, pour se faire du bien, pour penser positivement. Donc surtout, sentez-vous libre. Et quand je parle de reconnexion, évidemment, c'est de se dire, en tout cas, moi, c'est ma conviction profonde, c'est de se dire qu'on entame un cycle finalement sur un rythme différent. Ça fait des années tous qu'on court, individus, entreprises, et il me semble qu'on entre dans une ère de décélération certaine. On décélère pourquoi? Parce que les trois grands fléaux de la santé humaine aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont perçus comme tels, ce sont le stress, la dépression, la pollution. Et quand on se dit qu'on veut aspirer à une vie meilleure, à une qualité de vie meilleure, eh bien, on pense à juste titre qu'il va falloir donner un grand coup de frein. Alors, donner un grand coup de frein, en fait, il y a un vrai désir collectif d'enrichir sa vie, d'enrichir la vie par des émotions, des expériences, et c'est ce que j'appelle cette fameuse reconnexion. Alors, ça ne vous aura pas échappé, 2024 est matérialisé par une couleur que Pantone choisit comme chaque année. Et cette année, cette couleur, c'est Peach Fuzz. C'est une nuance qui est douce, qui est rosée, qui est réconfortante. C'est une teinte qui est centrée sur l'humanité, sur la croissance, sur la paix en cette période d'instabilité. Et c'est une couleur qui apporte l'appartenance, qui évoque
un certain calme qui invite chacun finalement à être, à guérir, à prendre du temps pour soi ou avec les autres. Mais finalement, c'est un message, si on le résume, de tendresse, de bienveillance, de douceur, de partage, bref, tous ces mots que j'aime tant. Et tout d'abord, effectivement, reconnexion à soi. On est dans une époque où les gens, globalement, se sentent épuisés, se sentent blasés, déconnectés. Et on n'a qu'une envie, c'est profondément de ressentir, de se sentir vivant. On veut de la joie, on veut de la surprise, on veut de l'inspiration. Et le thème de Burning Man, d'ailleurs, cette année, c'est Curiouser and Curiouser. Et je cite, c'est une thématique qui célèbre les énigmes sans réponse, qui embrasse l'irrationnel et l'absurde. En fait, on veut vraiment ajouter de l'émotionnel à sa vie sous forme de réenchantement. Alors, cette reconnexion à soi, elle est aussi illustrée par cette génération qui est la vôtre et qui passe sans transition de moments de grande connectivité à des moments de retrait numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène du Ludit Club. Ludit Club, c'est un groupe pour adolescents qui est basé à New York et dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années parce qu'il célèbre l'auto-libération des médias sociaux. Donc c'est un groupe qui est devenu en quelque sorte synonyme de rébellion de cette fameuse génération Z que vous incarnez face à l'épuisement des médias sociaux et de la technologie. Et la manifestation de cette tendance, c'est vraiment le retour en grâce des téléphones muets, ces téléphones donc qui ne servent qu'à téléphoner et qui permettent donc de passer en mode ludique lors de moments choisis, pendant les soirées, pendant certaines soirées, pendant ses vacances, etc. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez envie de revenir à une ère pré-numérique, pré-technologique, aller vivre dans une grotte et adopter un mode de vie hyper sobre, hyper dépouillé. Pas du tout. Vous êtes et nous sommes addicts aux écrans, c'est une certitude. En revanche, vous voulez avoir cette possibilité de passer des moments sans et cette possibilité voilà, de choisir quand vous êtes connecté et quand vous ne l'êtes pas. Cette tendance, elle est aussi très symptomatique de ce qu'on appelle le slow living, qui est une façon d'être qui nous invite à reconsidérer, en tout cas à envisager de manière plus consciente les choix qu'on fait. Et vivre slow, finalement, c'est deux choses. C'est se désengager de l'économie de l'attention et c'est se réengager dans autre chose. Et on peut tirer le fil assez loin. Est-ce que vous savez, par exemple, que la capacité à rester zen dans des situations stressantes, elle a été transformée en compétition en Europe pour la première fois l'an dernier? Eh bien oui, Londres a organisé ses premiers championnats britanniques de relaxation extrême. Le principe, 30 concurrents qui doivent retrouver un état de sérénité face à des situations particulièrement tendues. Dans la même veine, et ça vous l'avez tous en tête, on a de plus en plus de centres commerciaux qui offrent des espaces de calme pour permettre aux clients de se déconnecter de l'environnement bruyant. On a de plus en plus d'entreprises également qui offrent des salles de repos pour permettre à leurs collaborateurs de pouvoir s'isoler, de pouvoir réfléchir, de pouvoir aider à changer le cycle de leur cerveau. Et puis, on a des hôtels qui se positionnent clairement sur cette possibilité qu'ils offrent à leurs clients de s'évader
complètement de s'extraire de l'agitation de la vie en surface avec des chambres qui sont vraiment conçues comme des cocons souterrains, sans aucune distraction, des chambres sans gadgets, ni téléviseur, sans fenêtre, même parfois, et dotées de murs anti-bruit, avec un éclairage basé sur le cycle circadien, vraiment pour permettre le repos, la restauration profonde. Vous l'avez compris, le bien-être, il est clairement valorisé aujourd'hui comme une priorité, même face à l'ambition professionnelle. Vous avez tous en tête, et souvenez-vous de l'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui démissionne en janvier 2023 parce qu'elle affirme qu'elle n'a plus l'énergie pour se maintenir dans son poste. Il y a beaucoup de personnalités publiques qui lui ont emboîté le pas. Le musicien Drake, l'acteur Tom Holland, l'ex-première ministre écossaise Nicola Sturgeon, bref, tous ont fait à un moment une pause dans leur carrière. Et donc, dormir, ralentir, être présent, ce sont finalement les nouveaux actes de résistance face à l'activité incessante. Qui dit être présent dit vivre forcément en pleine conscience et vivre de manière intentionnelle. Alors aujourd'hui, on voyage, et particulièrement vous encore, cette génération Z, on voyage essentiellement pour approfondir la découverte de soi et pour rechercher un développement, un épanouissement personnel. C'est très important, cette quête d'une meilleure version de nous-mêmes et ces moments d'affirmation de soi sont vraiment les nouvelles exigences en matière de voyage. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'on a envie de vivre un moment mémorable, non seulement en étant dans l'instant présent, en étant déconnecté de tout ce qui constitue notre quotidien, mais aussi de réfléchir à plus loin, d'en faire un catalyseur pour quelque chose de plus. Que ce soit pendant 3 jours ou 3 semaines, peu importe, là n'est pas le sujet, mais vraiment, vous devez pouvoir vous extraire de tout ce qui constitue votre réalité, de savourer le voyage et d'en sortir avec un profond sentiment de satisfaction, de joie, de gratitude. Et on vous aide même à savourer le voyage. Dites-vous qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent aussi sur ce créneau aujourd'hui, de vraiment vous planifier sur mesure un itinéraire qui va être en mesure de vous apporter une réponse à une question que vous vous posez. Exemple, vous avez envie de stimuler votre créativité, on va vous concocter un road trip sur mesure au Maroc. Vous avez envie d'aborder les relations familiales d'une autre manière, on va vous emmener en Mongolie, vous immerger dans un mode de vie, une culture qui sont radicalement autres, pour justement qu'en étant exposé à ces communautés, vous adoptiez un point de vue, une vision différente des choses. Ça me fait évidemment une transition toute trouvée pour passer de soi au nous, global, collectif, aux autres, et donc ouvrir notre horizon, nos chakras à cette fameuse reconnexion aux autres. Alors, on le voit tous dans notre quotidien, et je pense qu'on est tous d'accord, les mauvais comportements, ce qu'on appelle les incivilités, sont partout, que ce soit dans notre voisinage, dans les magasins, dans les transports. Et je pense que collectivement, on ne cesse de s'en ébahir en se demandant parfois si ça ne choque que nous. Alors la good news, c'est qu'on a des arbitres qui s'activent désormais pour nous offrir des conseils réactualisés. Et l'une de ces expertes, c'est Sarah Jane O,
qui a fait une émission qui a d'ailleurs été diffusée sur Netflix l'an dernier, Mind Your Manners, que je vous incite à regarder. Et donc, c'est vraiment une experte en étiquette qui nous enseigne à nous présenter, à se présenter soi-même sous son meilleur jour dans toutes circonstances. Idem au Japon. Au Japon, on a eu 3 ans d'isolement social, de port du masque. Aujourd'hui, la demande de leçons de sourire au Japon, elle explose. C'est-à-dire que les Japonais qui trouvent que leurs expressions faciales sont un peu rouillées, ils viennent voir des instructeurs de sourire, c'est un vrai métier là-bas, pour réapprendre donc à sourire de manière authentique et chaleureuse. Et toujours dans la même veine, on a beaucoup d'entreprises aussi qui réintègrent ces codes de conduite avec des leçons d'étiquette, vraiment. On a une entreprise américaine sur 2 aujourd'hui dans laquelle il y a ces cours d'étiquette pour couvrir un large scope de sujets qui va être de la tenue de travail à adopter jusqu'aux conversations à tenir à la machine à café. Donc ça, c'est finalement le socle de la pyramide. Apprendre et apprendre à vivre ensemble, c'est une base. Si on va un peu plus loin, on peut tirer le fil jusqu'au rassemblement. Alors, c'est quoi l'effervescence collective? L'effervescence collective, c'est cette harmonie, cette énergie qui va se dégager d'une expérience partagée. Exemple, quand vous faites partie d'une chorale ou de la foule d'un festival. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités pour joindre comme ça des expériences de grande envergure et finalement ressentir de la joie. Vous savez qu'en tant que touriste international, aujourd'hui, vous pouvez acheter un billet pour, par exemple, assister à des mariages d'inconnus en Inde. Vous pouvez aussi joindre des mouvements de méditation de masse. C'est fini aujourd'hui de faire sa petite position du lotus avec ses 25 camarades dans une salle. On a aujourd'hui des mouvements qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Je pense aussi à, alors sans citer son nom, un détaillant suédois aux couleurs bleues et jaunes qui vend du design accessible, qui explore de nouvelles façons de rassembler les gens dans les magasins et qui, par exemple, l'an dernier, lors de la semaine du design à Milan, a créé des raves nocturnes dans ces magasins, voilà, pour amener les gens à célébrer ensemble. Et puis, est-ce que vous avez entendu parler aussi de cet acte radical de manger avec des inconnus? Il y a beaucoup d'initiatives qui se développent en ce sens pour renforcer finalement les liens communautaires. Alors la table, c'est une certitude, elle a toujours été un vecteur de rassemblement de la famille, des amis, mais aujourd'hui, elle sert vraiment de support pour créer du lien, pour que les gens fassent commun. Et on se retrouve, par exemple, aujourd'hui à New York avec des particuliers qui ont commencé par rassembler quelques inconnus autour d'un dîner fait maison et pour lesquels aujourd'hui on a 3 à 4 ans d'attente. Donc premier step, apprendre et apprendre à vivre ensemble. Second step, se rassembler. Et puis finalement le Graal un peu de tout ça, c'est d'appartenir et de communautariser. Et c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les communautés d'intention. Les communautés intentionnelles. Alors, c'est quoi une communauté intentionnelle? Eh bien, c'est une communauté, en fait, de choix qui va offrir un soutien mutuel, un accompagnement, une compagnie dans une notion de famille élargie. Alors, il y a beaucoup de communautés intentionnelles différentes. Les premières, évidemment, qui viennent en tête, ce sont les communautés multigénérationnelles qui sont fondées sur cette idée de partage et d'entraide. On a aussi les communautés qui ciblent uniquement un segment, une typologie de
populations, par exemple les foyers monoparentaux, qui sont en augmentation dans de nombreuses régions du monde, ou en Angleterre, on va avoir des communautés de femmes âgées de 58 à 94 ans qui vont chacune avoir leur résidence, mais qui vont partager des installations communes pour tout ce qui a trait à leurs loisirs et leur vie sociale. J'ouvre une petite parenthèse, pas longue, mais juste pour vous dire que cette approche communautaire, évidemment, elle a une vraie incidence sur la prospérité aussi des rues et des quartiers commerçants. On a beaucoup d'illustrations en la matière de rues commerçantes qui étaient autrefois délabrées et qui aujourd'hui redeviennent florissantes avec des commerces indépendants tels qu'un torréfacteur de café, un bijoutier, un poissonnier, ce que vous voulez, qui redeviennent le cœur de la communauté en intégrant des services, des ancres vraiment axés sur les services locaux clés, type des services de soins, d'éducation ou des espaces de travail. Et en cela, on suit vraiment la tendance des lieux de vie, des espaces de rassemblement social tels qu'on en voit beaucoup en Asie, où on a tendance à mêler effectivement divertissement, événements, espaces de restauration, espaces commerçants. Et si évidemment vous êtes tenté par une carrière dans l'urbanisme, je vous incite à garder en tête cette notion de totalité. Le concept de totalité donc, qui va inviter la communauté à se rassembler dans un lieu où vous pouvez être vous-même et vous connecter aux autres et à la nature. Alors ce rapport à la nature, évidemment, il aurait mérité aussi d'être développé. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu avec plus de temps puisqu'il est en train d'être repensé, revisité, réinventé par nécessité évidemment, mais bien au-delà aussi, je le pense. Alors se reconnecter, vous l'avez compris, n'est possible que si et parce qu'on décélère, que si et parce qu'on s'adapte, qu'on adopte une approche mesurée et durable des choses, qu'on célèbre finalement la beauté de l'impermanence et qu'on accepte profondément la fragilité qui est le propre de notre condition humaine. Moi, ce soir avec vous, je me suis connectée à moi, je me suis connectée à vous, je l'espère, et en tout cas, je vous ai livré cette fragilité de femme qui est la mienne. Je suis très contente de l'avoir fait. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.